que j'ai mis devant moi deux livres que Maurice a écrits sur le Venezuela, chronique d'une déstabilisation, et puis un que je vous recommande si vous avez envie de bien rigoler, qui s'appelle Juanito la Vermine, roi du Venezuela. On s'amuse beaucoup en lisant ce livre, même si on connaît l'histoire, hein, quand on suit l'histoire du Venezuela. C'est un peu comme le livre que Maurice a écrit sur la révolution bolivarienne et sur Chavez et sur le coup d'État contre Chavez. Le premier, je dirais, le premier épisode de la série des Simpsons dans la guerre impériale contre le Venezuela, qui était le coup d'État de 2002. Et donc, dans ce livre qui s'appelle Chavez, vous connaissez toute l'histoire, vous savez ce qui s'est passé, mais c'est sous forme de roman et c'est passionnant. Donc, je vais commencer à poser quelques questions à Maurice. On va discuter tous les deux avec vous pendant 45 minutes et après, on vous passera la parole parce que je suis sûre que vous avez des tas de questions à lui poser sur le Venezuela, sur la France, sur la droite, sur les gauches, sur beaucoup de choses. Donc, cette conférence s'intitule La droite, les gauches et le Venezuela de Maduro. Donc, ma première question va être sur la droite. De quoi veut-il parler quand il dit la droite? Est-ce qu'il s'agit de la droite, bien sûr, vénézuélienne, mais aussi de la droite nord-états-unienne, de la droite vénézuélienne à l'étranger? Et une pré-question à cette première question, c'est que, vous l'avez vu, les élections ont lieu au Venezuela le 28 juillet, si je ne me trompe pas de jour. Oui. Non, non, attends, je suis Le 28 juillet. Or, ce n'était pas la date qui était prévue au départ. Les élections étaient plutôt prévues. Au départ, c'était prévu un petit peu plus tard. Elles ont été avancées. Donc, pourquoi ont-elles été avancées? Et que nous dire de ces élections? Vas-y, continue. Encore un problème. Tiens, voilà, on change. Bonsoir. C'était quoi la question? La droite, la droite. La droite, la droite, il faut revenir sur cette élection, effectivement. Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question. Non, je ne suis pas sûr qu'elles ont été avancées, les élections au Venezuela. En principe, elles ont lieu plus tard, mais elles ont eu lieu là, après un accord entre l'opposition micro. Ah oui. Elles ont eu lieu après un accord qui a été signé à la Barbade entre l'opposition et le gouvernement vénézuélien, et dans lequel il était prévu que les élections auraient lieu au cours du deuxième semestre 2024. Et donc, elles n'ont pas été avancées, mais simplement les chavistes ont donc pu s'empêcher de faire une petite progrès, puisqu'ils ont mis au 28 juillet, c'est effectivement un petit peu tôt dans le deuxième semestre, mais c'est dans le deuxième semestre. Et ils ont choisi le 28 juillet parce que c'était la date anniversaire de la naissance de Hugo Chavez. Bon, c'était symbolique, c'était un clin d'œil à leur électorat. Mais en réalité, la date de l'élection, elle a parfaitement respecté l'accord qui avait été passé à la Barbade. Alors, qu'est-ce que c'est que la droite en Amérique latine? Vous savez, en gros, là, puisqu'on parle du Venezuela, et d'abord vous situez le problème, c'est la question qu'elle m'a posée. Oh, ça ne m'étonne pas. Non, vous savez que. Non, mais je vais forcément parler de la droite, puisque je vais parler d'élection. Donc, il y a la droite et il y a la gauche. Non, il y a eu effectivement une élection au Venezuela présidentielle le 28 juillet, vous l'avez peut-être suivi. Vous avez vu que Nicolas Maduro, le président gauche, le chaviste, a été déclaré vainqueur par le tribunal suprême de justice, mais que cette victoire est très très contestée par l'opposition, euh, qui prétend avoir gagné avec 68% des suffrages sur Chavez. Alors, à la suite de cette contestation, le président, qui est encore président, Maduro, il a porté l'affaire devant le contentieux devant le tribunal suprême de justice, qui a examiné les procès-verbaux, on parlera de tout ça après, hein, et qui l'a déclaré vainqueur. Et il y a toute une polémique parce que le candidat d'opposition, euh, Edmundo González, qui maintenant s'est réfugié en Espagne, qui est parti en Espagne, alors d'abord, il a été poursuivi par la justice, et donc d'une certaine manière, l'opinion internationale nous amènera effectivement à parler de la droite, des gauches et des médias, a pris fait et cause pour l'opposition et considère qu'il y a eu une répression indiscriminée, parce qu'il y a eu une manifestation de l'opposition qui a été effectivement réprimée,
et que Edmundo González a été poursuivi illégalement, d'une manière illégitime, par le gouvernement vénézuélien, qui donc devient, d'une certaine manière, une démocrature, dictature. Le grand argument que vous avez peut-être lu dans vos journaux, je ne sais pas si vous lisez encore les journaux, vous êtes sûrement sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas vu les procès-verbaux de tous les bureaux de vote. Et donc, puisque le gouvernement vénézuélien n'a pas produit des procès-verbaux, on considère que cette élection est illégitime et qu'il y a eu fraude. Alors, ça amène quand même à une réflexion. Là, pour le coup, j'ai une petite note, après je les abandonnerai. Alors, je ne peux pas vous garantir, moi, que Nicolas Maduro a été élu président du Venezuela, puisque effectivement, je n'ai pas vu les procès-verbaux. Vous n'avez pas vu non plus. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Joe Biden est le président légitime des États-Unis? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 7 novembre 2020, alors d'abord, aux États-Unis, il n'y a pas de Conseil national électoral. C'est CNN qui annonce qui a gagné. Aux États-Unis, ça a été 4 jours après le scrutin. Et puis, si vous vous souvenez bien, le candidat battu, Donald Trump, a refusé de reconnaître sa défaite. Il a allégué qu'il y a eu des fraudes et des irrégularités. Il a y compris parlé d'une conspiration communiste internationale qui impliquait la Chine et le Venezuela. Vous voyez que le Venezuela est un pays important. Et puis quoi? Et puis les allégations de Trump ont été déclarées infondées par la quasi-totalité des juges fédéraux et y compris par la Cour suprême. Et donc Biden a été déclaré vainqueur des élections aux États-Unis. Mais est-ce que vous avez vu les procès-verbaux? Personne n'a vu les procès-verbaux. De sorte que j'ai pas plus de certitude sur l'élection de Biden qu'on peut en avoir sur celle de Maduro. Alors après 2022, là, comme Trump a donné l'exemple, vous avez Jair Bolsonaro au Brésil. Élection, Lula gagne de très peu, 51%. Et Bolsonaro demande l'annulation des voix émanant de 280 000 urnes électroniques. C'est énorme, c'est 59% des urnes de l'ensemble du Brésil. Il prétend qu'il y a eu un dysfonctionnement technique. Ça a été démontré, d'après lui, dans un rapport d'audit commandé par son parti, le Parti libéral. Le tribunal suprême électoral rejette le recours. Le président du tribunal suprême fédéral, donc l'équivalent du tribunal suprême de justice du Venezuela, dénonce l'absence totale de preuves et une présentation totalement frauduleuse des faits. Et il l'a déclaré vainqueur, mais personne n'a vu les procès-verbaux. Personne n'a réclamé les procès-verbaux comme on les réclame au Venezuela. On poursuit Edmundo González, il est poursuivi au Venezuela. Parce qu'il a remis en cause le Conseil national électoral, parce qu'il a déclenché des manifestations violentes après sa supposée victoire. Je reprends le Brésil. Au Brésil, Bolsonaro, il a été condamné par le tribunal supérieur électoral à 8 ans d'inéligibilité pour avoir abusé de son pouvoir et jeté des doutes infondés sur le système de vote électronique. Et le parquet du tribunal suprême fédéral a engagé des poursuites contre 232 personnes, des manifestants. Et le 15 septembre 2023, il y a eu les 2 premières condamnations par la Cour suprême, 17 ans et 14 ans de prison. C'est-à-dire qu'au Brésil, ceux qui ont contesté le résultat des élections et ceux qui ont manifesté violemment, vous vous en souvenez, il y a eu la prise des 3 pouvoirs de l'État, ont été condamnés. Si vous prenez les États-Unis, alors les États-Unis, c'est un pays un peu bizarre, la justice n'est pas très très rapide, parce que Trump est toujours poursuivi pour cette affaire de la prise du Capitole. Et il est poursuivi pour tentative illicite d'inverser le résultat de l'élection, atteinte au droit de vote des électeurs, complot contre les institutions américaines, fausses déclarations et faux documents, usurpation de fonds publics, faux et usage de faux. Il y a, au moment où il y a eu après les émeutes du Capitole, il y a eu plus de 1400 personnes qui ont été impliquées. 1400 personnes. 950 ont été accusés d'émeutes, ont été reconnus coupables et condamnés. 600 ont été condamnés à des peines d'emprisonnement qui vont de quelques jours à 22 ans. De sorte que les poursuites qui sont faites au Venezuela contre Edmundo González ont des précédents qui n'ont causé de scandale, qui n'ont causé absolument aucun scandale dans la communauté internationale. Alors là, je viens de parler de la droite. Je viens de parler de la droite en Amérique latine. Alors, si vous êtes de droite dans la salle, vous ne vous sentez pas concerné. Vous n'êtes pas latino-américain. Vous êtes les bienvenus. On débat, on dialogue. Mais en Amérique latine, on va dire depuis
la fin des années 90, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu une première vague progressiste avec l'élection d'un certain nombre de présidents de gauche, hein, les Hugo Chavez, les Rafael Correa, Evo Morales, etc., n'a jamais accepté de reconnaître la défaite. Jamais. Si je prends le cas du Venezuela, toutes les élections ont été contestées par l'opposition. Toutes, sur le thème de la fraude. Là, je viens de vous parler des États-Unis, du Venezuela et du Brésil. Mais les dernières élections au Pérou, lorsque Pedro Castillo a été élu pour très peu de temps, puisqu'ils l'ont très rapidement renversé, elles ont été contestées et c'est le tribunal suprême qui a tranché pour Castillo à l'époque. Là encore, pas de procès-verbaux. Si vous prenez la dernière élection au Guatemala, il a fallu que les États-Unis interviennent pour que Bernardo Alvarado puisse prendre le pouvoir. L'opposition prétendait qu'il y avait fraude. On n'a jamais vu les procès-verbaux. Si vous prenez où est-ce qu'il y a. Enfin, bref, je veux dire, la droite n'accepte pas la défaite. Donc ça, c'est devenu une constante. C'est devenu une constante. Et c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où Donald Trump aux États-Unis l'a fait, il n'y a aucune raison pour que les autres ne le fassent pas. Mais ça a précédé Trump. Donc on a en ce moment, face à des gouvernements progressistes, alors progressistes, ça ne veut rien dire. Les autres, ça veut tout dire, ça veut tout et n'importe quoi. Si vous prenez le cas, y compris du Nicaragua, qui est un cas très contesté, pour lequel on dira deux mots tout à l'heure, ce sont des gouvernements qui sont confrontés, je veux dire, à des opérations de déstabilisation. Voilà, ça c'est le cas. Alors, donc, c'est la droite vénézuélienne. Cette droite vénézuélienne, on la connaît, on sait ce qu'elle a l'habitude de faire et toutes les attaques qu'il y a eu contre la révolution bolivarienne et contre le peuple bolivarien, vénézuélien, puisqu'on a eu des épisodes des Guarimbas avec des groupes armés. Les Guarimbas, c'est la violence insurrectionnelle. Voilà, donc avec des... nous, on a été à plusieurs reprises au Venezuela à ce moment-là et on les a vus à l'œuvre. Mais il me semble que cette année, enfin cette fois, sur la droite vénézuélienne tenue par les droites occidentales et états-uniennes, n'ont pas fait que contester l'élection. Il me semble que l'attaque qui a eu lieu contre le Venezuela, contre le gouvernement, cette fois-ci, elle a pris une ampleur et elle a aussi des caractéristiques un peu différentes des autres fois. C'est très sophistiqué en vrai. Si on prend le cas du Venezuela, vous avez plus suivi déjà cette histoire complètement improbable d'un président qui s'est autoproclamé en 2019, Juan Guaido, sur une place publique, qui s'est autoproclamé président de la République et qui a été reconnu par une cinquantaine de pays. Alors, entre parenthèses, on a dit Juan Guaido reconnu par la communauté internationale. Non, il y avait une cinquantaine de pays qui, en gros, étaient les pays de l'Union européenne, les États-Unis, ou trois satellites. Et la communauté internationale, ça va bien au-delà de ce qu'on appelle maintenant l'Occident. Je suis en train de chercher l'expression exacte. Là, je ne vais pas passer par exemple. Alors, ça a créé un précédent, quand même. Ça a créé un précédent. Beaucoup ont pensé que le gouvernement de Nicolas Maduro ne résisterait pas à cette opération, qui a été une opération extrêmement violente, puisqu'il y a eu cet aspect de Guaido élu, enfin pas élu, proclamé auto-président, mais ça a donné lieu, un peu précédemment, à une tentative d'assassinat de Nicolas Maduro, les 2 août 4 août 2018. Une fausse opération d'entrée d'aide humanitaire depuis la Colombie. Un coup d'État, une tentative de coup d'État en mai 2020, une tentative de déstabilisation par des mercenaires de Colombie, l'opération Téléon. Donc en fait, on n'est pas dans le folklore. On n'est pas dans le folklore. L'opération Téléon, il faudra qu'on y revienne. Tout à l'heure, tu me poseras la question. J'aurai déjà les réponses. Mais là, cette fois-ci, l'opération sur cette élection, elle est particulièrement sophistiquée. Alors, essayez de ne pas monter trop loin, il y a cet accord de la Barbade. Il y avait eu précédemment des négociations entre le gouvernement du Kosovo. Il n'a jamais cessé de négocier. En fait, l'objectif, c'est la paix, c'est la paix civile. Là, la crise, elle n'en finit pas. L'accord de la Barbade, c'est quoi? C'est, bon, l'opération Guado a raté. C'est important, parce que les États-Unis chantent leur fusil d'épaule. Les États-Unis, qui sont
à l'initiative de l'opération Goyot, puisque c'est eux, souvenez-vous, c'est le vice-président des États-Unis, Mike Pence, qui convoque depuis les États-Unis une manifestation de l'opposition au cours de laquelle Goyot se retrouvera président. C'est génial, imaginez Poutine qui convoque une manifestation en France. Vous voyez un peu l'ambiance? Les États-Unis super pervertis. Bon. L'opération Goyot a fini par échouer. Donc les États-Unis disent à l'opposition, le boycott des élections que vous pratiquez jusqu'à présent, boycotter les élections, c'est fini. Il va falloir battre Maduro démocratiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a une question qui m'avait été posée, qui est posée d'ailleurs entre parenthèses ce mois-ci dans un article du Monde diplomatique. C'est dans les conditions dans lesquelles se trouve le Venezuela, organiser des élections, c'est une folie et ça rime à rien. Je m'explique. Le Venezuela a été déstabilisé économiquement parce qu'on a fait des sanctions qui sont, en termes corrects, des mesures coercitives unilatérales. C'est-à-dire que le Venezuela a été mis à genoux parce que les États-Unis lui ont interdit de vendre son pétrole, de vendre son or, de commercer, d'acheter des médicaments, d'acheter des aliments. C'est un pays qui a été étranglé et dans lequel la population a souffert énormément, y compris les secteurs populaires, y compris les secteurs qui appuyaient Nicolas Maduro. L'objectif d'une opération d'aide, si vous prenez les chiffres, en empêchant le Venezuela de vendre son pétrole, sur les quelques années qui vont de 2014 à maintenant, c'est 228 milliards de dollars qu'a perdu le Venezuela. Je ne sais pas si vous vous imaginez. 228 milliards de dollars. C'est une estimation du gouvernement, mais elle est raisonnable. Donc, le pays, il est à genoux. Et dans ces conditions-là, d'un seul coup, les États-Unis disent, bon, ben alors maintenant, on va faire des élections démocratiques. On vient d'avoir des Jeux Olympiques il y a quelque temps en France. Imaginez, on prend un athlète, on lui casse les deux tibias à coups de barre de fer, et on lui dit, maintenant, tu viens courir au 100 mètres avec. C'est ça, une élection au Venezuela dans les conditions dans lesquelles les États-Unis voulaient l'imposer. Maduro, les chavistes ont relevé le défi. Ils ont relevé le défi parce qu'on compris l'ensemble, on en parlera après, mais ils ont maintenu les programmes sociaux, un minimum de programmes sociaux, ils ont maintenu l'alimentation de la population à travers ce qu'on appelle des comités locaux d'approvisionnement et de production. Ils ont relevé le défi. Mais l'idée, à la fois des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne, c'est qu'on organise des élections démocratiques que Maduro ne peut pas et ne doit pas gagner. Point. Terminé. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'élection? On le sait à l'avance déjà. Plusieurs semaines à l'avance, l'opposition annonce qu'elle ne reconnaîtra pas le résultat du Conseil national électoral et qu'elle aura ses propres résultats. C'est un truc, si on en parle ici entre nous, si ça se passe en France, ça ne va pas, non? Bon. Donc, j'étais là-bas, j'étais au Venezuela au moment de l'élection, tout le monde, enfin, du temps de quand j'avais, tout le monde annonçait, ils vont nous faire un coup pourri. Et effectivement, l'élection a lieu dans des conditions assez normales, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Et la première annonce que fait le Conseil national électoral, c'est sur la base de 80% des résultats, Nicolas est sur irréversible, comme nous on voit à la télé, là, quand on regarde les élections à 20h, on nous dit machin est en tête et c'est irréversible. Après, il y aura des ajustements. Donc le CNE, donc Conseil national électoral, dit sur la base de 80% des procès-verbaux, la victoire est à Nicolas Maduro et est irréversible. Mais on a un gros problème, on a eu une attaque cybernétique sur le site du Conseil national électoral, on ne peut pas avoir l'ensemble des résultats. Et au même moment, vous avez le camp de Edmundo González, mais qui en réalité est un candidat de raccro, puisque la véritable leader, ça, je ne sais pas comment dire en français, c'est une extrémiste de droite qui s'appelle Maria Corina Machado. Et ils annoncent, sur la foi de 80% des procès-verbaux, bientôt de 100%, nous avons gagné avec 70% du vote. Alors déjà, le score 70%, c'est pas mal, hein, c'est top. Et à partir de là, va se mettre en place une opération, c'est que le Conseil national électoral a été mis hors jeu, puisqu'il n'a pas les actes, et l'opposition va créer une page web sur laquelle il va installer les résultats, et la communauté internationale, à travers les médias, va finalement dire, finalement, vous voyez, l'opposition, ils ont les résultats. Alors ça pose évidemment plusieurs questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a eu une cyberattaque sur le site du Conseil national électoral? Vous avez les observateurs venus des États-Unis qui sont au Conseil, le centre Carter. Le gouvernement a accepté les observateurs dans le cadre des accords de la Barbade.
Le centre Carter dit immédiatement non, il n'y a pas eu d'attaque. On n'a pas vu d'attaque. Et puis le temps va passer, et puis il se trouve que, alors là pour le coup, je vous renvoie, excusez-moi, je ne fais pas de la pub, hein, mais un article que je vais publier la semaine prochaine sur un site qui s'appelle Mémoire des luttes, où c'est expliqué beaucoup plus en détail et moins fouillis que la manière dont je vous raconte ça, parce que je sais que je suis un peu fouillis quand même. Bon. Mais bref, oui, il y a eu une cyberattaque sur le site du CNE. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que, les auteurs matériels l'ont revendiqué. Alors, l'auteur qui a revendiqué l'attaque, c'est un type qui s'appelle, qu'on ne connaît pas, qui s'appelle AXA, qui dans le monde de la cybersécurité fait partie, est considéré comme l'un des types plus habiles au monde. Et il a donné une interview où il dit oui, c'est nous qui avons fait ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il n'explique pas pourquoi, il n'explique pas s'il y a des commanditaires, avec les groupes Anonymous, et il revendique l'attaque. Vous avez par ailleurs des techniciens du gouvernement qui disent on a eu une attaque. Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes dans la salle, mais 670 gigabits, c'est un truc énorme. Hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est un truc absolument énorme. Mais jusque-là, il n'y a rien qui le coupe. Mais il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Scout System, qui est spécialiste en cybersécurité et qui a sorti un rapport là tout récemment qui s'appelle l'élection vénézuélienne vue du cyberespace et qui confirme qu'il y a eu une attaque massive sur le système du Conseil national électoral vénézuélien. Donc déjà, toute la négation de cette attaque sur le site du CNE, elle est complètement invalidée, sauf que, vraisemblablement, je suis le premier à vous raconter ça. Bon. Le problème, c'est que les médias ont déjà entériné, ont déjà décidé qu'il n'y avait pas eu d'attaque. Alors, ça fait partie des théories complotistes de Macron. Donc, il y a déjà ce premier point. Le deuxième point dont je vais vous parler, je l'ai déjà oublié. Sur... La page web. Alors, la page web, oui, la page web. Et voilà, alors, la page web, évidemment, une fois qu'elle a été mise en place, un certain nombre de chavistes ont été voir, ont été regardés de quoi il s'agit. Et là, pour le coup, on retrouve un phénomène qu'on avait connu lors du référendum révocatoire contre Chavez en 2004, c'est-à-dire qu'un certain nombre, un nombre assez important, des procès-verbaux qui sont mis en ligne par l'opposition ne sont pas conformes. C'est-à-dire que soit il manque la signature du président du bureau de vote, soit il manque les signatures de ce qu'on appelle en France des assesseurs, soit il manque, enfin je veux dire, il y a les codes QR qui ne sont pas conformes. Donc, très manifestement, là aussi, il y a un problème avec les fameux procès-verbaux qu'ont donné l'opposition. On n'a effectivement pas vu les procès-verbaux du Conseil national électoral, qui, pour le moment, maintenant, a décidé définitivement de ne pas les produire en disant un petit peu ce que je viens de vous dire au départ. On est un pays souverain. On a le tribunal suprême de justice qui a tranché, qui a examiné les résultats. Il y avait, lorsqu'il a examiné les résultats, des observateurs du Centre latino-américain des experts électoraux, qui sont des spécialistes qui, dans leurs pays respectifs, ont été présidents du Conseil national électoral. Et donc, le gouvernement vénézuélien, ça suffit. On n'est pas sous tutelle. Il n'y a aucun pays, nulle part ailleurs, qui présente ces procès-verbaux. Il n'y a aucune raison qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'il y a aussi un raidissement. Il y a aussi une manière de dire, bon, on refuse le dictat de, entre guillemets, la communauté internationale, puisque, alors vous avez le Parlement européen qui vient de déclarer Guido González vainqueur. Le Parlement européen, entre parenthèses, qui est pourtant plus dominé par l'extrême droite. Là, ça nous ramène à nos problèmes à nous. Vous avez le Parlement espagnol qui vient de décider que Guido González était le vainqueur. Mais jusqu'à présent, les gouvernements, c'est-à-dire Macron, Pedro Sánchez et tout, restent prudents parce que, et peut-être qu'on y reviendra, du fait de l'offensive russe en Ukraine et du fait de ce qui se passe à Gaza et en la Palestine, il y a un marché pétrolier qui est très instable et donc on a besoin du pétrole vénézuélien. Donc les États-Unis, par exemple, viennent de renouveler pour 6 mois la possibilité qui avait été donnée à la multinationale Chevron de continuer à travailler au Venezuela. Alors, donc, les élections se sont passées. La droite dit qu'elle a gagné avec 60% des voix. Que font les gens au Venezuela? Parce que j'ai vu que
juste après les élections, ils sont allés vers le palais de Miraflores parce qu'ils se doutaient qu'il y allait y avoir des problèmes et donc pour soutenir et dire on a bien élu notre président. J'ai vu que par exemple, là, il y a fin septembre, ils ont fait une grande manifestation à Caracas en disant ça fait 2 mois que l'élection a eu lieu et on est en paix et le pays continue. Mais en même temps, on a Edmundo González qui tout d'un coup a quitté le Venezuela, il est allé en Espagne. Donc comment c'est possible qu'il quitte le Venezuela? Parce qu'il disait qu'il était poursuivi, etc., qu'il était en danger. Mais comment a-t-il pu quitter le Venezuela sans qu'il y ait un accord et des discussions avec le gouvernement? Et donc, on a vu des photos où il a signé qu'il quittait le Venezuela, qu'il reconnaissait les résultats de l'élection et qu'il reconnaissait que Maduro avait été élu. Et puis là, depuis qu'il est en Espagne, il a un petit peu changé le ton et changé sa vision des choses. Donc, qu'est-ce qu'on sait de tout ça et qu'est-ce qu'on peut supposer? En connaissant, bien sûr, la Maria Corina Machado qui est derrière tout ça, non, qui est, pour le dire rapidement, c'est quelqu'un qui a écrit à Milei et aux Israéliens pour leur dire qu'il fallait qu'ils interviennent au Venezuela à rétablir la démocratie. Donc, vous voyez un petit peu son niveau d'action politique. Bon, vous avez vu l'étendue de la question. Hein. Ah, je veux dire, amusez-vous. Hein. Si vous voulez venir à ma place, vous êtes bienvenue. Pardon. C'est parce que je te connais, je sais que tu peux répondre. Bon, je vais essayer de mettre tout l'ordre. Non, alors d'abord, là, on vient d'évoquer pour la deuxième fois un personnage sur lequel il faut donner un peu de détails, c'est Maria Corina Machado. L'opération Guaidó échoue. Les États-Unis disent il faut revenir aux élections. Guaidó, il fout le camp à Miami et émerge une leader qu'on connaît depuis longtemps au Venezuela, donc qui s'appelle Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, bon, elle appartient à une grande famille d'oligarchie. Elle a participé en 2002 au coup d'État contre Chavez, c'est-à-dire qu'elle a signé le fameux décret qui destituait, enfin qui supprimait le Parlement et tous les corps constitués au Venezuela. En 2002, elle a créé une association qui s'appelle Sumate, rejoins-nous, ça peut être ça, la traduction. C'était pour recueillir des voix pour le référendum contre Chavez, que Chavez a gagné avec 59% des voix. En parenthèse, en 2004, lorsque Chavez gagne avec 59% des voix, l'opposition dit il y a eu fraude et on va apporter des preuves. On est en 2024, on attend encore des preuves. En 2005, Maria Corina Machado, on la retrouve dans le bureau de la Maison-Blanche avec George Bush, où elle demande l'appui de George Bush des États-Unis pour en terminer avec Chavez, hein, c'est l'époque de Chavez. Et puis en 2014, elle est députée, elle a été élue députée, et elle se livre d'une manière, une action un petit peu bizarre. Le Panama, qui est très opposé à Chavez, la nomme ambassadrice du Panama, et au nom du Panama, elle va s'exprimer devant l'Organisation des États américains pour demander des sanctions contre son pays, contre le Venezuela. Et donc, une première fois, elle est rendue inéligible. Parce que pour aller parler au nom d'un gouvernement étranger, il aurait fallu qu'elle ait l'autorisation du Parlement. Donc, elle est inéligible une première fois. Et puis, à partir de l'arrivée au pouvoir de Maduro, elle va participer à cette opération consistant à demander aux États-Unis les sanctions maximum contre le Venezuela. Elle appelle en permanence à une aggravation des sanctions. Elle appelle ouvertement une intervention militaire. Elle appelle une intervention militaire. Elle invoque le traité interaméricain d'assistance réciproque, qu'on appelle le TIAR, qui est un peu l'équivalent de l'OTAN, c'est-à-dire que s'il y a un pays qui est attaqué, tout le monde vient à son secours. Donc, elle invoque le TIAR contre le Venezuela, contre son pays. Elle invoque la responsabilité de protéger. Alors ça, pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'affaire libyenne, c'est ce qui a été invoqué pour faire l'intervention en Libye et détruire la Libye. Hein, la responsabilité de protéger les populations. Enfin bref, je veux dire, elle veut délibérément de la souveraineté de son pays. Et si, imaginez un instant que on est chez nous quelqu'un qui demande une intervention militaire de la Russie, de l'Iran ou de la Corée du Nord pour renverser le président Macron.
qui demande des sanctions, qui demande une intervention militaire. C'est l'article 411.4 du Code pénal. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, une entreprise étrangère, pardon, je vais rapidement, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France est puni de 30 ans de détention criminelle et 450 000 € d'amende. Maria Corina Machado, elle a beaucoup de chance de vivre au Venezuela avec Maduro. Aux États-Unis, ça c'est la peine capitale. Maria Corina Machado, donc elle est inéligible, hein, parce qu'elle a appelé à déstabiliser son pays. La droite organise des primaires. Et bien que ce sachant inéligible, Maria Corina Machado y participe. Et comme c'est une opposante féroce à Maduro, mais qu'également elle a passé son temps à critiquer la droite qu'elle trouvait trop molle, elle devient le personnage qui va se substituer à Guaido et elle gagne alors dans des conditions abracadabrantesques, elle gagne les primaires avec 93% des voix. Et ce n'est pas la Corée du Nord, mais presque. Personne n'a vu les procès-verbaux, puisqu'on parle beaucoup de procès-verbaux. Et donc, elle devient la tête de fou de l'opposition vénézuélienne, à qui d'ailleurs ça pose beaucoup de problèmes. Tout le monde sait qu'elle est inéligible. Et donc, ça risque d'aller à la catastrophe parce que le gouvernement ne lâche pas. Le gouvernement ne lâche pas malgré la pression de la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne. Dans les accords de la Barbade, il était prévu, il est écrit, j'ai l'article là, je ne vais pas vous le sortir, je ne vais pas prendre mes notes, il est prévu qu'on va réexaminer les cas de tous les gens qui ont été rendus inéligibles. C'est effectivement réexaminé par la Cour suprême. Et la Cour suprême décide que Maria Corina Machado demeure inéligible. Et dans l'accord de la Barbade, nulle part il n'est écrit que les gens inéligibles, par définition, doivent d'un seul coup revenir dans le circuit. Si vous prenez l'accord de la Barbade, ce n'est pas écrit comme ça. On va réexaminer les cas et puis la justice tranche. Et donc, à partir de là, vous avez un espèce de cirque pas possible, dans lequel elle va s'accrocher, dans lequel la droite va prendre peur. Et je vous passe les détails, ce serait trop long. Finalement, on va sortir du chapeau Edmundo González pour la remplacer. Le fameux Edmundo González, c'est un monsieur qui a 74 ans, qui est un ancien ambassadeur, que personne ne connaît, qui n'est pas en très bonne santé, et en fait, qui est la marionnette de Maria Corina Machado. Lorsqu'on lui demande, donc, parce qu'il est, il est immédiatement accepté par le Conseil national électoral. Ok, voilà, vous avez un candidat, c'est bien. Et lorsqu'on lui demande, la première interview, c'est El País, il lui demande, mais alors quel est votre programme? Il dit non, non, Maria Corina Machado, elle a tout connu. Mais alors, quel va être son rôle? Ah, bah, c'est elle, la leader. Ah, je veux dire, on est réellement. Et la campagne de l'opposition, c'est un coup pitoyable. C'est un bon couillon. Si je m'exprime comme ça, je veux dire, alors d'abord, il ne participe pas à la campagne, et puis les États-Unis lui demandent de se faire voir, parce que vous avez une campagne absolument ahurissante, c'est Maria Corina Machado qui va en province faire des meetings avec l'affiche d'Edmundo González à la main. C'est un truc complètement surréaliste. Et donc, il y a un moment, Edmundo González, bon, bah, il sort, et puis, mais c'est pitoyable, hein, c'est pas du tout un moment. Donc ça, c'est la première chose. C'était une question qui était compliquée. Bon. Je disais que la population vénézuélienne voilà. a fêté les 2 mois de... Ça marche. Alors, non, ça nous ramène, et ça nous ramène tout de suite à la répression. Parce que là encore, si je ne sais pas quel média vous suivez encore pour vous faire une idée sur ce qui se passe là-bas, c'est en gros, Maduro a fraudé, il n'a pas gagné l'élection et il a réprimé les partisans de González qui manifestent. Là, pour le coup, je vous raconte ce que j'ai vu, parce que j'étais là-bas. Donc, 28 juillet d'élection, 29 juillet, on annonce le résultat, Maduro a gagné, et le 29 juillet dans l'après-midi, vous avez la première manifestation de l'opposition. Ça se passe dans les quartiers chics de Caracas, comme d'habitude, aux mêmes endroits qu'en 2017 ou en 2014 dans la violence insurrectionnelle. Donc, je suis allé dans les manifestations de l'opposition. Et vous avez le phénomène maintenant qu'on connaît par cœur au Venezuela, c'est qu'il y a une masse importante de gens des classes moyennes qui manifestent, qui sont intimement convaincus que Edmundo González a gagné avec 70% des voix. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez des gens honnêtes. Ce n'est pas tous des voyous d'extrême droite.
Parce que pendant des mois, vous avez eu des sondages et l'opposition est repris par les médias, mais y compris nos médias ici, parce que tout ça, ça fait caisse de résonance, ont annoncé des sondages, annonce Edmundo González vainqueur avec une large marge pour Nicolas Maduro. Et ça encore, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai repris, donc dans le fameux article qui sera en ligne la semaine prochaine, j'ai repris tous les sondages qui ont été faits, et vous en avez la moitié qui donnent Maduro vainqueur. Sauf que les médias n'ont mentionné que ceux qui donnaient Edmundo González vainqueur de sorte que les gens de droite, ben, ils sont intimement persuadés qu'ils ont été volés. Bon. Deuxième point, ils sont pas spécialement violents. La manif de l'opposition que je vois le 29 juillet, ben, c'est des gens qui ne sont pas contents, qui sont persuadés qu'ils ont gagné. Et là se met en branle le phénomène que, y compris une partie de la gauche chez nous ne comprend pas, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé en 2014-2017. C'est pas la classe moyenne qui va affronter la garde nationale. C'est des gamins, c'est des adolescents qu'on a été récupérés dans les quartiers populaires, à qui on donne, alors sur Caracas, c'est 50, 60 dollars pour aller casser le flic. C'est-à-dire, si on prend en analyse marxiste, c'est de l'open prolétariat. C'est des gamins que l'opposition envoie au casse-pipe pour deux choses. Un, il faut des victimes. Il faut des victimes pour émouvoir la communauté internationale. Et deux, il faut créer le chaos. Et donc, moi, je l'ai vu, j'ai fait des photos, puis dans le prochain papier. Il y avait à un moment les gamins qui prennent le dessus, enfin, les adolescents, quand on dit les gamins, c'est les adolescents. Et puis, alors, bon, bah, classiquement, hein, si vous connaissez les manifs compris chez nous, les Black Blocs ou les Antifa, cagoulés, masqués, bon, voilà. Et puis, on va provoquer des flics, et vous avez immédiatement des affrontements. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Il y a eu un phénomène qui a été drôle, d'une certaine manière, bien que ce ne soit pas très très drôle. Les organisations dites de défense des droits de l'homme disent le pouvoir a arrêté 1200 personnes, c'est scandaleux, c'est une oppression phénoménale. Et le gouvernement dit c'est pas vrai, on en a arrêté 2000. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on est à se renverser, que le gouvernement revendique plus d'arrestations. Alors bon, là je le dis d'une manière humoristique, c'est jamais agréable de savoir des gens en prison. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Si vous prenez les Guarimbas de 2017, qui se passe dans les mêmes conditions, hein. Moi, j'ai vu, vous avez les groupes de choc, c'est les groupes de choc, en fait, les jeunes. Bon. Ça a duré des mois. Ça a fait 145 mois. Et là, le gouvernement, il arrête tout de suite. Et effectivement, il fait 1200 arrestations, 2000 arrestations, et c'est la reconstitution des groupes de choc qui est arrivée dans le monde. Et de sorte que le lendemain, il n'y a plus rien. Et 3 jours après, il n'y a plus de manif. Il n'y a plus de violence, il n'y a plus de chaos. Si vous prenez le 28 juillet, première manif de l'opposition, vous avez tout Caracas toutes les boutiques sont fermées, tout le monde est mort de trouille. Le 28, le jour suivant, vous avez tous les quartiers populaires de Caracas qui commencent à réouvrir les commerces. Et le jour suivant, tout est ouvert partout dans Caracas. C'est-à-dire que, alors après, évidemment, on peut considérer ça comme discutable, hein, c'est-à-dire faire des arrestations préventives. Ça peut poser des problèmes de droit. Mais en tout cas, la violence a stoppé net. Et parallèlement, le 29 et le 30, tout le monde savait qu'il y aurait des manifestations de l'opposition. Effectivement, les partisans de Maduro se sont mobilisés et on les a vus déferler sur le palais présidentiel pour protéger le palais présidentiel de la même manière que ce qu'on avait vu en avril 2002 lors du coup d'État contre Chavez. Il a été noté dans les médias que les manifestations anti-Maduro étaient sorties des quartiers populaires. Donc le discours, c'est Maduro a perdu les quartiers populaires. C'est absurde. Il y a eu des manifestations anti-Maduro dans les quartiers populaires, mais c'est comme si on imaginait qu'en France, tous les quartiers populaires sont de gauche. On le voit bien avec le phénomène du Rassemblement national. Enfin, je veux dire, il y a et effectivement, dans les quartiers populaires, il y a eu des manifestations de l'opposition, mais c'est aussi des quartiers populaires que sont sorties des manifestations pour Maduro. C'est-à-dire que la crise économique qui a été terrible pendant 5 ans, enfin depuis 2015, en 2024, ça fait 9 ans, elle a effectivement touché des pans entiers de gens qui auparavant appuyaient la révolution bolivarienne, comme on l'appelle, et qui maintenant ont pris du recul, soit sont des issus du chavisme, soit sont passés à l'opposition. Mais si vous prenez le cœur de l'électorat populaire, il est encore pro Maduro. Alors, pour rebondir sur le fait que cette fois,
Non, fais gaffe quand tu rebondis, parce que le plafond. Pour rebondir, je rebondis quand même. Je ne suis pas très grande, donc tu vois, j'ai de la marge. Pour rebondir sur le fait que cette fois, le gouvernement vénézuélien a bloqué complètement ses voies basses. Après, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu un changement de gouvernement. Et dans ce changement de gouvernement, il y a eu des ministres qui ont été changés, comme ça se passe dans tous les pays. Hein, dans tous les gouvernements, il y a des changements de gouvernement à un moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains ministères qui ont changé, notamment Diosdado Cabello, qui vient au ministère de l'Intérieur, ça, et qui fait un discours où il dit eh bien maintenant, on a fini de jouer, nous, on a fini d'être tolérants et gentils, maintenant, on ne passera plus rien. Donc ça, j'aimerais bien que tu nous réagisses sur cette histoire, et puis après, on laissera la parole à la salle, parce qu'il y a plein d'autres questions intéressantes sur, par exemple, le Venezuela et les BRICS, le Venezuela et la géopolitique mondiale avec les États-Unis et la Chine, et au milieu, la Russie et le Venezuela. Mais on vous laissera te poser des questions, je suis sûre que vous avez plein. Alors oui, bah, Diosdado, bah, tu as tout fait. Alors Diosdado Cabello, je vous présente le personnage. Il est très controversé. Au Venezuela, l'opposition considère que, alors, d'abord, chose que je ne vous ai pas dite, par exemple, sur la condition dans laquelle se déroule cette élection. Les États-Unis ont trouvé le moyen, à l'époque de Trump, de mettre la tête à prix de Macron. 15 millions de dollars. 15 millions de dollars pour qui permettra d'arrêter Nicolas Maduro. Vous imaginez un peu, vous allez aux élections, vous allez à l'élection, et vous savez que si vous la perdez, vous prenez le risque que l'opposition vous arrête et vous expulse aux États-Unis. C'est du délire. Alors, Diosdado, alors c'est plus que pour Ben Laden, hein, Maduro. Truc hallucinant. Bon. Diosdado Cabello, il a lui, c'est 10 millions. C'est un petit client. C'est juste 10 millions de dollars pour la tête de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, c'est un militaire de la génération de Hugo Chavez qui a, avec Hugo Chavez, le 4 février 92, tenté de renverser le gouvernement de Carlos Andrés Pérez, qui a été vice-président le 11 avril 2002. C'est lui qui a pris le relais quand Chavez était séquestré. C'est un dur, hein, c'est un raid. En même temps, c'est un type qui a un humour absolument fabuleux. Il a une émission de télévision, imaginez Retailleau avec une émission de télévision. Il a une émission de télévision, El Mazo Dango, qui a lieu une fois par semaine, et il a un humour absolument décapant. Donc c'est à la fois un pur, alors il est accusé de tout, hein, d'être un narcotrafiquant, d'être lié aux guérillas colombiennes, enfin je veux dire, il a droit à la totale. Mais effectivement, c'est quelqu'un de qui ça va pas rigoler. C'est-à-dire que, et tu l'as dit, j'ai dit tout à l'heure, il y a un raidissement. C'est-à-dire que le Venezuela a vécu la période Guaido. Imaginez-vous qu'il n'a pas été arrêté, Guaido. Il a pu partir, il a filé par la Colombie, il n'a pas été arrêté. Ça a coûté au pays extrêmement cher, compris en termes de souffrance. Il faut bien imaginer, hein, tout à l'heure, évidemment, pour nous, ça veut rien dire, une perte de 228 milliards de dollars pour l'État. Mais je veux dire, ça veut dire que c'est tous les programmes sociaux, ça veut dire que c'est les salaires, ça veut dire que c'est les fonctionnaires. C'est-à-dire que c'est une souffrance, hein, ça a été une souffrance terrible. C'est un pays qui a débrouillé. On le voit quand vous prenez le métro de Caracas, les gens sont fatigués, les fonctionnaires, les profs, ils ont le boulot. Parce que les salaires sont devenus tellement nuls, tellement faibles, qu'ils font le prof, l'après-midi, et puis ils trouvent un deuxième boulot. Moi, j'ai vu des vrais révolutionnaires dans l'état du Táchira qui faisaient de la contrebande avec la Colombie pour survivre. Et donc là, l'idée, parce qu'on a vu venir Edmundo González, c'était ce qu'on a appelé un Guaido de zéro. Et là, le gouvernement dit non, c'est fini. Et donc, vous avez un ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, qui dit maintenant, on rigole. C'est pas uniquement. Alors, est-ce que c'est pas de la parano? Il faudrait mentionner toutes les opérations qui ont lieu. Avant l'élection, il y a des types qui ont été arrêtés juste avant l'élection qui allaient saboter le système électrique du Venezuela, comme ça a eu lieu en 2019, si je ne me trompe pas. Il y a en ce moment une opération qui est extrêmement significative. Je reviens, excuse-moi, hein, je n'avais pas pensé.
Je reviens sur ce qu'on a appelé l'opération Féléon. L'opération Féléon, c'est mai 2020. C'est un groupe de, de déserteurs de l'armée vénézuélienne, antichavistes, qui, mené par des mercenaires américains, états-uniens, dont un s'appelle Jordan Boudreau, qui est un ancien d'Irak et d'Afghanistan, vont tenter de pénétrer au Venezuela et avec comme objectif de s'emparer de Maduro et de renverser Maduro. C'est pas du folklore latino-américain. Il y a un contrat qui a été signé entre Juan Guaidó, le président fantoche, et le mercenaire américain Jordan Boudreau, qui a une boîte de sécurité privée aux États-Unis, qui s'appelle Silvercorp, un contrat de 212 millions de dollars pour arrêter ou éliminer Nicolas Maduro. Alors le contrat, on l'a vu. La presse française n'en a pas parlé, la presse aux États-Unis en a parlé, moi je l'ai, enfin, je l'ai facsimilé, donc c'est pas une histoire. Et pour ceux d'entre vous qui douteraient, parce que ça paraît un peu dingue, le Jordan Boudreau en question, il vient d'être arrêté aux États-Unis parce qu'à cette occasion, il a fait de la contrebande d'armes. C'est-à-dire qu'il a exporté en Colombie pour le Venezuela des armes qu'il n'avait pas le droit de. Donc ça, voilà, ça c'est bon. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a un individu qui s'appelle Eric Prince, dont vous avez peut-être entendu parler pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la géopolitique, qui a été le fondateur d'une société militaire privée qui s'appelle Blackwater. Blackwater est intervenu aux côtés des troupes américaines en Irak, en Afghanistan, a été impliqué dans des crimes de guerre, en particulier à Bagdad, où ils ont assassiné 17 personnes à la mitrailleuse lourde. Et donc Eric Prince est le fondateur de cette boîte. En 2010, quand il y a eu ce fameux scandale, il a revendu sa boîte. Et là, il vient de proposer, il vient de dire, si on augmente la récompense pour Maduro de 15 millions à 100 millions de dollars, je m'en occupe. Et vient d'être lancé aux États-Unis, ouvertement, un site pour recueillir de l'argent pour renverser Nicolas Maduro. Et aux États-Unis, c'est possible. Vous pouvez avoir un site pour faire une collecte avec l'objectif affiché de renverser un président d'un pays de l'arrière-cour. Avec deux sénateurs aux États-Unis, Marco Rubio et l'autre, j'ai oublié son nom, qui viennent au Congrès de déposer un projet de loi pour passer la récompense pour la tête de Maduro de 15 millions à 100 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du folklore. On n'est pas dans du folklore. La vie de Nicolas Maduro, elle est en danger. Elle est en danger. Et là où il y a, de mon point de vue, un véritable scandale, c'est que non seulement ça n'émeut personne, mais que tout le monde s'acharne contre Maduro. Tout le monde s'acharne dans le cadre de ces élections, alors qu'on a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de penser que l'opposition n'a pas gagné cette élection. Donc voilà. Comme l'élection en Bolivie. Exactement, l'élection en Bolivie. Je propose de vous passer le micro et que vous posiez des questions, interveniez. Voilà. Moi, je dis bonjour. Et non, j'ai pas dit bonjour. Non. Une première question, compris. Les agents, donc le Venezuela a perdu, le Conseil a attendu le contrôle n'a pas pu être rendu. Et si je ne me trompe, il y a évidemment saisi par les États-Unis et par d'autres États des avoirs vénézuéliens déposés dans des banques américaines ou autres. Voilà. Il y avait au moins pour 50 milliards de dollars. Si je ne sais plus combien, une trentaine. Cet argent, si je me souviens bien, avait été mis à disposition de Guaidó par le Sénat américain. Alors, ma question, c'est, il a servi à quoi, ça fait quoi, si on peut le savoir, et est-ce qu'il en reste aujourd'hui, et il est où? Alors, oui, dans le cadre de ces sanctions, quasiment tous les avoirs du Venezuela à l'étranger ont été confisqués. Donc, ça va de 1,2 milliard de dollars d'or dans la Banque d'Angleterre. Parce que vous savez, pour un truc qui me paraît un peu bizarre, enfin, sauf si certains d'entre vous ont de l'argent à la Banque d'Angleterre, des lingots. Mais j'en ai plus. J'ai enlevé depuis.
Mais pour effectuer un certain nombre de transactions, bah, apparemment, la Banque d'Angleterre était un lieu central dans lequel un certain nombre de pays, même quasiment tous les pays, mettent leur or. Donc, le Venezuela a 1,2 milliard d'or à la Banque d'Angleterre qui sont confisqués. Euh, la banque de Novo Machin du Portugal a confisqué, je crois que c'est 1 milliard de dollars. Vous savez, le Venezuela a été exclu du système SWIFT. Le système SWIFT, c'est ce qui vous permet d'utiliser votre carte Visa et de faire des chèques, de faire des virements. Le Venezuela a été exclu de ça. Le joyau de la couronne, le Venezuela, la compagnie pétrolière nationale PDVSA a aux États-Unis une filiale qui s'appelle Citgo. Citgo, c'est 4 raffineries, c'est 4000 stations-service et c'est estimé entre 7 et 11 millions de dollars. Ça a été confisqué. C'est-à-dire que c'est une véritable spoliation du pays. Et tout ça à l'encontre du droit international. Tout simplement, hein, c'est même pas une question, c'est le droit international, c'est absurde. Alors, où est passé l'argent? Donc, bah, l'argent, il est toujours confisqué. Et puis, vous avez eu, en même temps que Guaido, un parlement fantoche. C'est-à-dire que l'opposition, en 2015, souvenez-vous, a gagné les élections législatives. Ce qui, entre parenthèses, prouve qu'au Venezuela, l'opposition peut gagner des élections. Euh, mais en 2020, il y a eu de nouvelles élections législatives. Et là, comme l'opposition les a mis de côté, le chavisme est dominant. Mais l'Assemblée de 2015 est restée en activité, considérée comme la seule assemblée légitime du Venezuela par les États-Unis, par l'Union européenne. Et les États-Unis la financent. C'est-à-dire que vous avez des faux députés, aujourd'hui encore, en 2024, vous avez des faux députés d'une assemblée qui n'existe plus et qui touche régulièrement un salaire venu des États-Unis. Et c'est à cet effet-là que l'argent est utilisé. Et vous avez je veux dire toute la clique, je peux dire ça comme ça, on est entre nous, toute la clique Guaido, en fait, qui effectivement s'est emparée de sommes absolument monstrueuses, de sorte qu'en ce moment, par exemple, lorsque Gloria, vous vous appelez, je crois. Peut-être. Lorsque Gloria nous parle de Edmundo González qui est parti en Espagne. Et c'est que c'est une sacrée affaire dans la droite vénézuélienne. Parce que Edmundo González, il est en train d'échapper à Maria Corina Machado. Il est en train de tomber entre les mains de toute de l'extrême droite vénézuélienne qui est déjà exilée en Espagne. Je ne rentre pas dans le détail des partis parce que je vais vous perdre. Mais vous avez tout un certain nombre de leaders, d'anciens leaders de l'extrême droite vénézuélienne qui sont en Espagne déjà. Et donc, maintenant qu'Edmundo González est là-bas, si en janvier prochain, parce que c'est la date du départ du mandat, ils sont au proclame président, c'est là-bas que va aller l'argent. Donc il y a des bagarres absolument féroces au sein de la droite vénézuélienne pour savoir qui va avoir le magot et qui va contrôler cet argent. Et puis après, vous rentrez dans des trucs qui sont très inquiétants pour le Venezuela. Je parle de Citgo. Il se trouve que le gouvernement vénézuélien, il est confronté à un certain nombre de plaintes de multinationales que Chavez a soit expropriées, soit virées. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Cristalex, qui exploitait d'or et que Chavez a exproprié parce qu'elle ne respectait pas les contraintes environnementales. Ces entreprises, ces multinationales, ont porté plainte contre le Venezuela. Et il y a en ce moment un juge aux États-Unis qui a déclaré qu'on pouvait prendre Citgo pour payer ces multinationales. Et l'opposition n'a absolument pas défendu le morceau. Le gouvernement ne peut pas intervenir puisqu'il est déclaré illégitime. Et donc le Venezuela risque de perdre les 7 ou 11 milliards de dollars de Citgo au profit de multinationales qui vont s'emparer du magot. Donc il y a des énormes histoires d'argent derrière cette affaire. Ah, attention. Mais si, Mais joue pas ta prof, joue pas ta prof. Un peu vers l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu si l'Assemblée des BRICS et sa composition ont Venezuela d'en faire partie, peut-être? Est-ce que ça peut être vu comme un espoir pour le Venezuela de sortir de son parti? Ah, on entend mieux? Si. On peut mieux faire, peut mieux faire. Faut mieux faire.
Oui, alors, bon, le Venezuela, comme une soixantaine de pays, est candidat au BRICS. Donc ça, c'est pas encore fait. Mais évidemment, la question qu'on vous posez, qui est complémentaire, c'est comment est-ce que le Venezuela tient? Et qu'est-ce qui a changé? Non, mais qu'est-ce qui a changé dans la situation internationale pour que le Venezuela tienne? Parce qu'en fait, le Venezuela n'est pas tout seul. Quand on parle de la communauté internationale, évidemment, c'est États-Unis, Union européenne. C'est pas vrai. Donc, le Venezuela a établi de nouvelles alliances avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec la Turquie, avec le Vietnam, avec un certain nombre de pays. Alors, c'est évidemment des pays qui, dans notre vocabulaire géopolitique, ne sont pas considérés comme des gens sympathiques, mais c'est la reconfiguration du monde. C'est-à-dire c'est un certain nombre de pays, de nations, qui ne supportent plus la domination, ou en tout cas la volonté de domination de l'axe euro-atlantique, c'est comme ça qu'il faut le présenter, et qui donc sont en train de s'organiser pour créer un monde qui échappe en particulier au dollar. En particulier au dollar. Parce que si ces sanctions peuvent être mises en application, c'est parce que les États-Unis considèrent qu'à partir du moment où vous utilisez le dollar, vous tombez sous leur juridiction. Essayez, si certains d'entre vous sont à la BNP, essayez de faire un virement à Cuba. Impossible. Ni au Venezuela. Ni au Venezuela. Essayez de faire un virement à un ami en mettant dans l'intitulé pour la Havane. Ça passe pas. Bon. Et donc, un certain nombre de pays sont fatigués de ça. La bande des BRICS, en ce moment, avec Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne à sa tête, est en train de travailler avec la Russie, entre autres, sur un système dans lequel on va sortir du dollar. Mais le Venezuela a déjà et c'est parce que le Venezuela a des alliances avec tous ces pays-là qu'il a pu s'en sortir. Parce que quand on dit qu'il ne peut plus vendre son pétrole à cause de l'embargo, il a quand même vendu du pétrole. Mais dans des conditions extrêmement compliquées. Hein, c'est-à-dire que, et y compris qui ont alimenté un problème dont on n'a pas parlé, qui est la corruption. Il y a la révolution bolivarienne n'est pas parfaite. Et y compris depuis Chavez, ils n'ont pas réussi à sortir d'une corruption qui est une corruption endémique. Le ministre du pétrole a été arrêté il y a maintenant quelques mois. C'est le quatrième ministre du pétrole qui finit récupéré par la patrouille. Il y a un vrai problème. Mais, si je prends le cas du dernier qui s'appelle Tarek El-Hassani, les conditions dans lesquelles a été mis le Venezuela, ça facilite la corruption. Qu'a été obligé de faire le Venezuela pour vendre un peu de pétrole? Il a fallu le vendre clandestinement. Il a donc fallu organiser des réseaux de navires fantômes, qui sont des firmes interlopes, à qui on vend le pétrole 40% moins cher. Déjà, vous perdez de l'argent, parce que comme c'est compliqué, c'est moins cher. Qui vont mettre en œuvre des réseaux clandestins. Et là, vous êtes dans un monde où effectivement la corruption, bien, c'est généralisé. Et donc, vous avez le dernier ministre du pétrole, on aurait compris, semblerait-il, mais là je suis prudent parce qu'on n'a pas encore des détails, qui a collaboré avec les États-Unis. Mais c'est la même histoire. Tarek El-Hassani, sa tête avait été mise à prix à 10 millions de dollars. Dans ces conditions, il y a ceux qui résistent, puis il y a ceux qui disent c'est trop dangereux, je collabore avec les États-Unis, et puis on s'arrange pour retirer. Vous avez un cas qui est un cas exemplaire, c'est l'ancien chef des services de renseignement, le CEBI, qui s'appelle le général Christopher quelque chose, peu importe, Christopher quelque chose, qui était victime de sanctions des États-Unis. La CIA a fait pression sur lui, la CIA a fait pression sur son épouse à un moment où je le raconte je raconte sous forme romancée, mais c'est authentique, à un moment où elle voyageait à l'étranger, la CIA a contact avec elle, en lui disant si vous voulez qu'on sorte votre mari des sanctions, il faut qu'il vous aide un petit peu. Et il s'est retourné contre Maduro, il a participé à la tentative de coup d'État. C'est-à-dire que la pression est tellement énorme que vous avez ceux qui lâchent, ceux qui craquent, et évidemment, ça favorise la corruption. Ça n'excuse pas, hein, mais ça favorise. C'est quoi la question? Je sais. C'est l'importance de l'Assemblée des BRICS, les enjeux par rapport à l'Assemblée des BRICS. Là, Les BRICS. Les BRICS. ah bah, l'enjeu, Dans la géopolitique. il est énorme, mais pas uniquement pour le Venezuela, pour un certain nombre de pays. Hein. C'est pas un hasard s'il y a une soixantaine de pays qui sont candidats. On est dans une reconfiguration. Alors, ça nous amène aussi, enfin, ça nous amènerait à voir la position de l'Amérique latine sur un certain nombre de conflits.
conflit entre la Russie et l'Ukraine, le conflit à Gaza. Si je prends, Gaza, c'est pas Gaza, c'est le conflit israélo-palestinien, et je tombe dans le piège que tentent les médias en permanence. Hein, ça n'a pas commencé le 7 octobre, cette affaire. L'Amérique latine, elle est infiniment plus courageuse que les pays européens. Hein. Alors déjà, Chavez avait rompu les relations diplomatiques avec Israël en 2004, si je ne me trompe pas. Cuba a rompu encore avant. La Bolivie a rompu en même temps que Chavez. Là, la Colombie vient de rompre. La Colombie vient d'arrêter de livrer de livrer du charbon à Israël, qui est un de ses principaux clients. C'est-à-dire que la Colombie accepte d'avoir un manque à gagner, mais ne livre plus de. Et l'ensemble des gauches latino-américaines, c'est peut-être d'ailleurs le seul point sur lequel ils sont d'accord entre eux, c'est dans la défense de la Palestine. Enfin, les droits des Palestiniens. Hein, c'est-à-dire qu'aucun ne remet en cause d'ailleurs l'existence d'Israël, mais tous réclament la création d'un État palestinien et le font d'une manière extrêmement vigoureuse. De sorte que, comme ce qui se passe chez nous, Petro est accusé d'antisémitisme, selon un schéma qu'on connaît par cœur. Alors, après, il y a des spécificités. Par exemple, si vous prenez le Chili, dont le président de centre-gauche est pas ce qu'on a inventé de mieux, de mon point de vue. En gros, si je résume, les Chiliens ont rêvé de Salvador Allende et ils ont eu Daniel Cohn-Bendit. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais le Chili est le pays qui a la communauté palestinienne la plus importante hors de Palestine. Donc, évidemment, ça a un poids dans la vie intérieure du pays, et donc le Chili est très, très en pointe là-dessus. Sur le conflit russo-ukrainien, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Vous avez les gouvernements de droite qui sont complètement alignés sur l'OTAN, sur les États-Unis, sur l'Europe. Quasiment tous les pays ont condamné ou regretté l'intervention russe en Ukraine. Mais si vous prenez le Venezuela, si vous prenez Cuba, si vous prenez la Bolivie, ils ont tous mis en évidence la responsabilité de l'OTAN dans cette affaire. Et vous avez même un président comme Lula, qui est un syndicaliste, donc qui sait gérer les choses, qui remet en cause la position de l'OTAN, la responsabilité de l'OTAN dans le conflit russo-ukrainien, de sorte que aucun, par exemple, n'a accepté de participer à des sanctions contre la Russie. Et il y a même eu alors, un épisode assez amusant en Équateur. L'Équateur a élu un président comme président le fils de l'homme le plus riche d'Équateur, donc Daniel Noboa. Alors, c'est pas de sa faute, vous allez me dire. Mais bon, c'est l'homme le plus riche d'Équateur qui doit, entre parenthèses, quand même 58 millions de dollars à l'État d'impôts. Et donc, Noboa est complètement aligné sur les États-Unis. Et donc, lorsque les États-Unis ont demandé aux pays d'Amérique latine qui avaient encore du matériel datant de l'époque soviétique, matériel militaire, donnez-nous ce matériel, on va l'envoyer en Ukraine, et puis on vous le remplacera par un armement plus moderne. Il se trouve qu'en Équateur, il y a encore des hélicoptères qu'ils ont rachetés aux sandinistes. Enfin, tout ça est compliqué. Il y a encore du matériel donc, militaire soviétique, et Novoa a dit pas de problème, on le vend à l'Ukraine. Enfin, on le donne à l'Ukraine. Enfin, on le donne aux États-Unis qui vont le donner à l'Ukraine. Et puis, il y a eu un épisode assez marrant parce qu'il se trouve que le principal importateur des bananes équatoriennes, c'est la Russie. Et donc, Poutine, il a dit pas de problème. Et puis, les services sanitaires russes ont trouvé qu'il y avait plein de problèmes sur les bananes équatoriennes. Et donc, les bananes équatoriennes ont été interdites de séjour en Russie. Et donc, Daniel Noboa, il a dit oh, bah, finalement, les armes, on va les garder. Donc, voilà. Donc là, c'est du pragmatisme pur et dur. J'avais juste une question en relation avec ça. C'est que tu nous as pas trop parlé justement de la réaction des pays latino-américains à cet épisode électoral au Venezuela. Et pourquoi, alors qu'il y a des pays, alors des gouvernements, tu ne vas pas aimer que je dise ça, progressistes, mais en tout cas comme la Colombie de Petro, le Brésil de Lula, sont voilà, dans des dynamiques en tout cas qui pourraient être en soutien à Maduro et à sa réélection. Pourquoi en fait on les a peu entendus durant cette séquence électorale? Alors, Les entendus. là, oui, on les a entendus. Bon, là, on rentre dans. Alors, là, précisément, on rentre dans une partie de l'intitulé du film, qui était la droite, les gauches et le Venezuela de Maduro. Alors, en Amérique latine, les réactions, elles sont assez classiques. Assez classiques parce qu'effectivement, il y a un aspect
les pays qu'on va dire, qu'on va appeler radicaux, c'est-à-dire les membres de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. C'est Cuba, c'est la Bolivie, alors c'est pas le Honduras, qui en était membre avant, mais qui a été une présidente de gauche, c'est Mara Castro, ont immédiatement reconnu Maduro, de même que la Russie, de même que la Chine, etc., etc., etc. Tous les pays de droite, évidemment, sont complètement déchaînés contre Maduro, avec comme tête de liste Javier Milei en Argentine. Avec comme tête de liste, et c'est là qu'on rentre dans les évolutions des gauches latino-américaines, le président du Chili, Gabriel Boric, qui est un président théoriquement dit de gauche. C'est-à-dire qui, sur le plan social au Chili, est moins pire que le président de droite précédent, Sébastien Piñera, mais qui, sur l'international, est complètement aligné sur l'Union européenne et les États-Unis. Et c'est lui qui, au nom des droits de l'homme, par exemple, lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, s'est livré à une charte extrêmement dure contre le Venezuela, comparant quasiment le Venezuela, mais c'est pas sa Gaza. En plus, c'est absurde. Donc là, il y a une première culture, hein, c'est-à-dire la gauche. Boris, c'est la gauche européenne. Il pourrait siéger au Parlement européen, il serait parfaitement à sa place. S'il y a quelqu'un du Parlement européen, vous ne sentez pas offensé. Après, le fait nouveau, c'est effectivement les deux pays que tu as cités, la Colombie et le Brésil. Il y a le Mexique aussi. Le Mexique qui a une demande de saluer, une femme présidente, Claudia Sheinbaum, qui a l'air d'être une femme absolument remarquable, qui a fait un discours d'investiture magnifique. Moi qui n'aime pas les féministes, là pour le coup, je suis tombé sous le charme. Non, c'était un discours très féministe, mais un féminisme intelligent. Ouais, mais il y a des nuances dans tout. Hein. Bref, Biden a réussi un coup magistral. C'est l'affaire du Venezuela. Il a appelé le président colombien Gustavo Petro, il a appelé Lula et il leur a dit écoutez, voilà, on a un problème avec le Venezuela, est-ce que vous pourriez vous impliquer dans cette affaire? Et ils sont tombés dans le piège. Et donc, ils ont commencé d'ailleurs d'une manière un peu bizarre pour Lula, par exemple, lorsque Maria Corina Machado a été déclarée définitivement inéligible, par dire non, c'est pas normal, c'est pas correct. Disant que lui, dans son pays, Bolsonaro est inéligible. Ils se sont embarqués dans une affaire dans laquelle ils ont voulu être neutres et dans laquelle ils sont plus neutres. Ils sont pris au piège. Ils passent leur temps, ils ont passé leur temps à réclamer les procès-verbaux, les fameux procès-verbaux. Et donc, ils ont annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas ni Edmundo González, ni Nicolas Maduro. Mais évidemment, ça a un poids énorme, parce que alors là, pour le coup, pour la gauche, en général, il y a beaucoup de respect pour Petro et Lula. De sorte que là, effectivement, ça introduit du doute sur la victoire de Maduro. Après, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Alors d'abord, un, ils sont laissés embarquer là-dedans. Deux, ils ne veulent pas revenir en arrière. Et trois, c'est aussi lié à la politique interne dans leur pays. Dans leur pays, ils n'ont pas la majorité, ni l'un ni l'autre n'ont la majorité. Hein. Lula, pour pouvoir être réélu face à Bolsonaro, il a dû prendre comme vice-président un homme de droite, Geraldo Alckmin. Il n'a pas la majorité au Congrès. Il est obligé de négocier en permanence avec ce qu'on appelle le centro, le centre. Donc, il ne peut pas prendre ouvertement position pour Maduro, parce que dans ce cas-là, en interne, ça le met dans une situation difficile. Donc, il joue une sorte de neutralité. Et Petro, c'est pareil. Petro, c'est un type extrêmement courageux. Ce que je suis en train de dire, ça n'enlève rien aux qualités de Petro et de Lula. Mais là, sur ce coup-là, ils ne sont pas bons. Enfin, là encore, c'est mon point de vue. Hein. Petro, c'est pareil. Petro est dans une situation extrêmement compliquée. La droite et l'extrême droite font tout pour empêcher ces réformes. Il n'a pas la majorité. Il a été obligé de passer des accords avec les partis du centre, avec les partis libéraux, les partis conservateurs, et puis ça marche, et puis ça marche plus. La réforme de la santé, finalement, elle a été enterrée. La réforme des retraites, elle avance. Et donc, il ne peut pas apparaître comme quelqu'un qui soutient le castrochavisme, parce que c'est ça aussi. Parce que le castrochavisme, c'est utilisé partout comme arme dans la politique intérieure. Je ne sais pas si vous lisez Le Point, je ne sais pas si vous lisez Le Figaro, mais les deux grandes questions qu'ils ont posées, gros titre,
Mais pourquoi est-ce que Mélenchon ne dit rien sur le Venezuela? Eh oui, parce que je veux dire, il y a une partie de la gauche en France qui a été sur cette question, comme elle est aujourd'hui maintenant sur Gaza, entre parenthèses, attaquée très brutalement. Et donc, si vous prenez la France insoumise, Mélenchon sait que s'il parle du Venezuela, il va avoir une campagne absolument infernale, comme ils ont en ce moment sur Gaza. Donc, du coup, plus personne ne dit rien sur le Venezuela. Ça nous amène à la question des gauches. Alors là, pour le coup, peu importe où vous vous positionnez, hein, je vous donne un petit peu l'état des lieux, après, en fonction des partis auxquels vous appartenez. On a eu la surprise, enfin, c'est pas vraiment une surprise d'ailleurs. Moi, j'étais là-bas au Venezuela, lorsqu'effectivement, il y a eu des premières manifestations. Je ne vous ai pas dit, quand même, les manifestations, ça a duré très peu de temps, mais ça a été extrêmement violent. Il y a eu, alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a eu, alors, parce que les émeutiers ont attaqué les écoles, les centres de santé, les dispensaires. Ils ne s'en prennent pas aux banques et au matériel de cours. Hein. C'est pas la même chose. C'était les écoles, les centres de santé, les dispensaires qui ont été démolis, qui ont été brûlés. Ça a été extrêmement violent. Ce n'est pas des manifestations pacifiques. Et on a eu la surprise de voir un communiqué allant du PS au Vert, en passant par le NPA dans le fourgon du PS, c'est un peu drôle, dénonçant la répression de Maduro contre le peuple vénézuélien. C'est là-bas. Et là, il y a une rupture. Il y a une rupture totale. Et alors, il y a deux partis qui n'ont pas signé cette communiqué, c'est le Parti communiste et c'est la France insoumise. Mais sinon, tout le reste de la gauche que vous connaissez, de Glucksmann à François Hollande, en passant par Olivier Besancenot, ils ont tous signé ce communiqué dénonçant la répression des États contre le peuple vénézuélien. Regardez, moi j'ai assisté aux manifestations, c'est pas le peuple vénézuélien, c'est la classe moyenne vénézuélienne de droite et d'extrême droite. Et là, en ce moment, il y a une rupture totale entre les gauches latino-américaines et les gauches européennes, en particulier la gauche française. Où manifestement, alors là encore, quand je parle des médias, il y a une exception, c'est l'humain. Hein. C'est l'humain. Qui sur le Venezuela reste prudent, mais qui ne rentre pas dans la logique générale. Alors, il y a plein d'explications. Si vous prenez la gauche, ce qu'on appelle la gauche du gouvernement, le PS, d'une certaine manière, ce n'est pas une surprise parce que ce n'est pas nouveau. Et il y a une explication réelle. C'est que Chavez, 4 février 92, alors je remonte à 1989, excusez-moi. 27 février 89, il y a au Venezuela la première révolte anti-néolibérale au monde. Il y a un ajustement structurel du Fonds monétaire international. Le président Carlos Andrés Pérez annonce un tour de vis et la population se révolte. Population, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas d'idéologie, c'est une révolte spontanée. C'est réprimé férocement, ça fait, alors selon les estimations, 3 000, 4 000 morts. C'est à ce moment-là qu'un groupe de militaires progressistes, personne ne connaît, dans les casernes, décide qu'il faut en finir avec cette démocratie imposée. Et c'est à ce moment-là que Chavez décide qu'on va prendre le pouvoir en renversant. Ça aura lieu en 92, 3 ans après, parce que Chavez décide qu'il ne se lancera là-dedans que lorsqu'il aura un bataillon sous son commandement. C'est lorsqu'il devient lieutenant-colonel qu'il lance le 4 février 89. Quand il tente, ce qui est un coup d'État. Bon, les chavistes disent une opération civico-militaire, d'accord, bon, c'est un coup d'État. C'est contre le président Carlos Andrés Pérez, vice-président de l'Internationale socialiste, ami de François Mitterrand, d'Olof Palme, de Felipe González. C'est Carlos Andrés Pérez, avec le pétrole vénézuélien, qui finance les campagnes électorales de Felipe González en Espagne. Donc, de ce jour 92, Chavez, c'est l'ennemi de la social-démocratie. C'est la raison pour laquelle, bon, il n'y a jamais eu aucun contact. Hein. Au moment de la cohabitation entre Chirac et Jospin, Chavez est venu à Paris. C'était très amusant à regarder parce qu'il a été accueilli par Chirac avec des grandes tables dans le dos, hein, comme au salon de l'agriculture, et par Jospin avec une ponche pas possible. Bon. Donc voilà. Après, il y a ce que j'appelle le post-trotskisme. J'emploie l'expression post-trotskisme par respect pour Trotsky, qui était un révolutionnaire. Mais si vous prenez ce qu'on appelle des trotskistes, alors eux, excusez-moi s'il y en a dans la salle, je vous livre franchement ce que je pense, et puis après on peut discuter, on peut avoir un débat là-dessus.
Ils sont dans un trip de la révolution parfaite et magnifique. C'est-à-dire que si je vous donnais la liste de tous ceux qu'on a vu défiler à Caracas, à l'époque de Chavez, quand tout allait bien, qu'il y avait une révolution, et puis qui, dès que c'est devenu un peu compliqué, euh, ils pris leur distance. Et puis, il y a la pression. Et puis, il y a la pression médiatique. Vous avez des dirigeants, y compris d'extrême gauche, qui aiment bien être invités à la télé. Si vous défendez le Venezuela, vous n'êtes plus invité à la télé. C'est fini. C'est fini. Et donc, on les a vus peu à peu s'écarter. Et puis ensuite, là encore, je vous dis ça d'une manière un peu caricaturale. Je veux dire, vous avez quand même une partie d'extrême gauche, dès qu'ils voient une manifestation, ils ont une érection. Il faut vraiment qu'il y ait des drapeaux nazis pour qu'ils se demandent si c'est défendable. Il y a, d'une certaine manière, des réflexes primaires. On voit quelqu'un s'en prendre aux flics, on est du côté de ceux qui s'en prennent aux flics. Et il y a des moments, moi je dis, la révolution, il faut qu'elle se défende. Et là, donc, vous avez tout un problème culturel qui fait qu'une partie enfin, une grande partie de l'extrême gauche, à part des petits partis comme le PRCF, le Parti de la démondialisation, ne comprennent plus ce qui se passe au Venezuela. Par ailleurs, dans le cadre de l'agression dont a été victime le Venezuela, le Maduro, il est sorti des schémas classiques. Alors, il n'est pas devenu néolibéral. Il n'est pas devenu néolibéral. Mais par exemple, il vient de passer une alliance avec une partie de la bourgeoisie. Pourquoi? Parce que une partie de la bourgeoisie a été aussi affectée par les sanctions. Et donc, eux aussi, ils se sont détachés de l'extrême droite. Et donc là, vous avez pour une partie de l'extrême gauche, une alliance avec la bourgeoisie nationale, c'est le retour au néolibéralisme, c'est la compromission de classe. Et ça mériterait des vrais débats. Hein. Là, je vous livre ça comme ça, en vrac. Mais ça mériterait des vrais débats. Et il y a une vraie rupture. Et c'est quand même absolument ahurissant. Alors là, pour le coup, je vous renvoie pas spécialement à mes articles, mais dans l'article que je vais publier la semaine prochaine sur Mémoire des luttes, je prends les médias, ce que disent les médias, et je contre-argumente. Hein. Alors, je n'ai pas forcément toujours raison, mais je contre-argumente. Il y a quand même un truc ahurissant quand vous voyez que sur le Venezuela, vous avez un accord presque parfait depuis le NPA jusqu'à Valeurs Actuelles. C'est-à-dire, vous prenez, eh oui, non, mais je vous surprends, vous prenez Libération, Le Monde, Le Figaro, Le Point, L'Express et l'extrême gauche, et ils vous disent tous quasiment la même chose sur le Venezuela, avec la seule différence, c'est que l'extrême gauche vous rajoute, oui, mais quand même, on est contre l'impérialisme. C'est tout, hein. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Ne croyez pas que je suis dans une guerre contre l'extrême gauche. Il y a un certain nombre de mes bouquins ont été édités par la compagne de Olivier Besançon, édition de Quichotte. Donc, je ne suis pas en train de régler des comptes, je suis en train depuis la perspective latino-américaine, de voir le décalage et de voir la rupture qu'il y a entre les gauches européennes et la gauche latino-américaine. La cuestión c'est un poco, a partir de lo que tu viens de dire, de atterrir, de faire la relation avec France, Amérique latine, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la révolution bolivarienne, comme ça, qui fasse que une gauche ne peut pas comprendre ça, ou une droite déteste tellement ces projets. Est-ce qu'il y a un élément dans ce processus de la révolution bolivarienne qui fait clocher toutes les choses? Vaste question. Oui, non, la question est alors, déjà, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle des révolutions, la révolution bolivarienne, la révolution citoyenne dans l'Équateur, la révolution en Bolivie, ça ne correspond pas du tout aux révolutions qui ont eu lieu dans les années 60. Ça n'a plus rien à voir. Si on regarde objectivement, c'est des gouvernements réformistes. Je veux dire, lorsque la droite tente de renverser Chavez en 2002, c'est parce qu'il a fait passer une loi qui interdit la privatisation de la compagnie pétrolière nationale. À la limite, ça serait De Gaulle qui fait la même chose, parce qu'il fait une loi de la pêche qui interdit aux chalutiers de bien employer les côtes vénézuéliennes pour protéger la pêche artisanale vénézuélienne. Il fait une réforme agraire qui a été faite depuis longtemps dans plein de pays, donc c'est des réformes, c'est pas une révolution. Et Chavez, c'est pareil, il s'est radicalisé parce que la droite n'a jamais accepté les réformes.
Il a commencé à parler de révolution, pas en arrivant. En arrivant, il admirait De Gaulle, il admirait Clinton, il admirait. C'était pas un gauchiste. Donc, ces révolutions, elles sont atypiques. Elles sont atypiques. Et en particulier, c'est pas des révolutions qui nationalisent tout. Je veux dire, Chavez a toujours souhaité collaborer avec la bourgeoisie nationale. On n'est pas dans la Corée du Nord ou même Cuba dans les années 60. Ça n'a plus rien à voir. Donc, il y a déjà ce premier point. Le deuxième point, je reviens sur l'extrême gauche parce que c'est vachement intéressant cette affaire. Et là encore, moi, je souhaiterais que dans 15 jours, on en débatte avec eux. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils sont si loin de ce qui se passe là-bas? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas connectés avec le pueblo, le peuple. Ils sont connectés avec des intellectuels de formation minoritaire qui, à un moment, pour des raisons légitimes ou pas d'ailleurs, ont pris leur distance avec Chavez ou avec Maduro, et qui donc sont les amis. Si vous prenez je prends le NPA par exemple, c'est un parti d'intellectuels, hein. C'est pas un parti populaire, et c'est pas une insulte de ce que je suis en train de dire. Et les gens avec qui ils sont en relation en Amérique latine, c'est tous des intellectuels qui sont soit ultra radicaux et qui donc effectivement ne comprennent pas ces révolutions qui ne sont pas des révolutions, soit qui à un moment ont pris leur distance, soit y compris avec des phénomènes qu'on connaît ici, avec il y a le cas du Parti communiste vénézuélien. Le Parti communiste vénézuélien, pendant très longtemps, il fait partie du grand pôle patriotique, hein, c'est-à-dire une alliance avec le chavisme. Et puis il se passe deux choses. La première chose, c'est que la situation est ultérieure. La deuxième chose, c'est que là, je suis prudent parce que je ne connais pas bien le Parti communiste de l'intérieur. Donc là, je vous répète ce qu'on m'a dit. C'est que le PC, c'est plutôt une affaire de famille au Venezuela, et que donc, il y a un moment, il se casse en deux. De même que toutes les formations du grand pôle patriotique se sont cassées en deux. Hein. Le parti Patrie pour tous, le Parti communiste, certains, ils sont tous coupés en deux entre ceux qui, à un moment, sont passés à l'opposition de gauche et ceux qui sont restés avec. Alors, si je prends le cas du Parti communiste vénézuélien, par exemple, moi, quelle est ma boussole? Quelle est ma boussole? C'est que ceux qui, pour moi, sont des références en Amérique latine, le Parti communiste cubain, Parti communiste colombien, Parti communiste chilien, continuent à appuyer Maduro. D'ailleurs, qu'ils n'appuient pas le PCV. Donc, pour moi, c'est un peu ça la lutte de Brett. Mais si on prend les petites formations, effectivement, on a affaire à des formations d'intellectuels qui, à un moment, se sont désolidarisés de Maduro, et c'est eux les correspondants. Et il y a le phénomène des ONG. Alors ça, c'est pareil, ça mérite pas un vrai débat, les ONG. Les ONG, on vous dit, c'est la société civile. Attendez, je suis désolé. Les chavistes, ils font aussi partie de la société civile, à moins qu'on les considère comme une sous-humanité. Mais les ONG, c'est quoi? C'est, par exemple, des ONG de défense des droits de l'homme. Et tous là, on se connaît, enfin on se connaît pas, mais on se connaît quand même. On est tous ici pour la défense des droits de l'homme, enfin des droits humains, contre la peine de mort, contre la torture, contre le viol. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Sauf que c'est devenu une industrie. C'est devenu une industrie. Vous avez un certain nombre de multinationales. Alors, moi, j'appelle des multinationales de droits de l'homme, je sais que je choque beaucoup. C'est Amnesty International, que je connais bien, Human Rights Watch, et même la FIDH, qui ont une assise, qui ont de l'importance, qui ont une écoute, mais qui en réalité n'enquêtent pas sur place. Elles s'appuient sur des organisations locales. Organisations locales qui, dans un certain nombre de cas, sont des organisations financées par les États-Unis, par l'Union européenne, et qui sont sous couvert de défense des droits de l'homme, des organisations d'opposition. De sorte que lorsque vous voyez un communiqué d'Amnesty International disant Maduro réprime la population, ce n'est pas Amnesty qui a été enquêté. C'est une organisation qui s'appelle Provea. Alors eux, c'est des libertaires. C'est même pas la droite ou l'extrême droite, c'est des libertaires. Hein. Depuis le départ, ils sont contre Chavez. Qui sont devenus la référence d'Amnesty, de Human Rights Watch, tout ça, et qui est une organisation d'opposition financée par les États-Unis. Et là, pour le coup, dans ce qu'on va appeler l'intelligentsia, ça a un poids énorme. Ça fait des années moi, que je vois le Venezuela mis au banc. Le Venezuela est devant la Cour pénale internationale. Alors, c'est un truc ahurissant. Qui est-ce qui a demandé à la Cour pénale internationale d'intervenir au Venezuela?
c'est tous les gouvernements de droite de ce qu'on appelle le groupe de Lima. C'est-à-dire des gouvernements d'extrême droite de Ivan Duque en Colombie, Sébastien Pinera au Chili, ce n'est pas l'extrême droite, mais c'était la droite. Ce sont eux qui ont mis le Venezuela devant la Cour pénale internationale, ce qui n'a strictement aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bavures au Venezuela, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas un certain nombre de cas, il y a des cas qu'on connaît, dans lesquels il y a eu effectivement une grosse bavure de la police ou des services de renseignement. Mais si vous voyez par rapport aux atrocités qui se passent, je ne sais pas, en République démocratique du Congo, au Chili, un peu partout, le Venezuela n'a rien à faire à la Cour pénale internationale. Et là, pour le coup, dans la mouvance d'extrême gauche, ça a du quoi? Pour des raisons qu'on peut comprendre et qui sont légitimes. Hein. Si on vous dit le gouvernement de Maduro, c'est un gouvernement qui réprime, c'est un gouvernement qui est plus révolutionnaire, c'est un gouvernement qui devient néolibéral, vous avez une partie effectivement de l'extrême gauche qui. Et alors là, qu'est-ce qui peut faire la différence? Alors, parce que je ne suis pas un maître à penser, hein. Je ne suis pas en train de. Après, vous, je n'ai pas la vérité. Je cherche des boussoles. Moi, je suis comme vous, hein. Il y a des moments où je cherche où est la boussole, où est le nord. Je vais prendre deux exemples s'agissant du Venezuela. Le premier exemple, c'est sans doute l'expérience de démocratie participative la plus avancée en Amérique latine. C'est-à-dire, là, c'est tout un aspect qu'on n'a pas abordé. C'est un gros aspect. Vous avez au Venezuela, sous l'impulsion du Venezuela, alors d'abord du Venezuela, d'abord de Chavez et maintenant de Maduro, vous avez 49 000 conseils communaux et vous avez près de 5 000, 4 900, je crois, communes, qui sont les expériences avancées de démocratie participative, c'est-à-dire de gestion locale par le peuple. Et le mot d'ordre en ce moment, y compris de Maduro, c'est comuna o nada, la commune ou rien. Et il se trouve que j'ai passé 2 semaines, là, très récemment, à aller dans les communes. C'est un truc fabuleux. Vous êtes au fin fond du Venezuela, au pied des Andes, et vous avez des gamins qui vous parlent de la commune de Paris, et qui sont en autogestion. Et la différence avec le zapatisme, hein, avec le zapatisme, c'est aussi un phénomène autogestionnaire, c'est que les zapatistes sont très hostiles à l'État, hein, y compris ils ont été très hostiles au président Andrés Manuel López Obrador, qui quitte le pouvoir en ce moment et qui part avec 65% d'approbation de la population. Et au Venezuela, c'est l'autogestion populaire avec l'État. C'est-à-dire que si je pense ce qui s'est passé là ces derniers mois, mais Bernard pourra vous en parler encore mieux que moi, de temps en temps, il faudrait que tu parles. D'accord. Non, mais il n'y a pas de place, c'est pas cette place. Faut Euh, faire 3 heures. non, mais si on prend là ce qui vient de se passer, vous avez eu 2 référendums au Venezuela. Le premier référendum, c'est dans toutes les communes, vous vous réunissez, vous votez quel est le projet le plus important pour la commune. Alors ça peut être la réfection de l'école, ça peut être paver des machins et tout. Le projet qui est élu par la population est immédiatement financé par le gouvernement. C'est-à-dire que c'est la population qui décide, c'est le conseil de la commune qui décide, et le gouvernement qui finance avec un contrôle pour éviter la corruption. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce n'est pas de l'argent qui part n'importe comment. Il y a un contrôle extrêmement rigoureux avec une formule, d'ailleurs, qui est celle qu'avait utilisée à l'époque Salvador Allende, mais avec les moyens technologiques modernes. Et ça, pour le coup, là, je suis très surpris que la gauche, en général, ne s'intéresse pas à cette expérience. Ça ne veut pas dire que tout le Venezuela est en évolution, hein, c'est encore un phénomène minoritaire, mais c'est un phénomène vachement important. Et ce qui est important, c'est que c'est la logique du pouvoir. Hein, le pouvoir dit, la commune, on a là. Et le ministre des communes qui vient d'être nommé, c'est un communard, parce qu'on parle des communards au Venezuela. C'est un des plus radicaux, entre El Prado. Et là, il n'y a pas d'équivalent. En fait. Donc, c'est aussi ça. La raison pour laquelle Maduro est élu, c'est ça. Hein. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a un noyau dur chaviste. Ils sont plus 70% de la population, mais c'est le noyau dur de la révolution, et c'est ça qui fait qu'il y a encore un appui très solide à la révolution. Bien. On va prendre la dernière question et après, on continuera à parler en mangeant. Oui, c'est tout à fait dans la ligne de ce qui a commencé à être abordé. La question que je voulais poser, c'est au-delà des membres du Parti socialiste du Sud, bon, chaviste, réduit, bon, est-ce qu'il y a d'autres forces de gauche qui appuient la dynamique bolivarienne au Venezuela
J'avoue, j'en sais strictement rien, moi, et je n'ai pas vu d'informations là-dessus, d'une part. Et d'autre part, est-ce qu'il est raisonnable d'essayer de faire des pronostics sur le prochain avenir au Venezuela? Alors, moi, les pronostics, j'en peux jamais, hein. Je suis journaliste, je suis pas. Non, je veux dire, on est tous surpris en permanence par l'évolution de la vie politique, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, dans des politiques volontaires. Le pronostic que si, en tout cas, l'idée qu'on peut avoir, c'est que dans la situation actuelle, si ce qu'on appelle la communauté internationale n'est pas capable de comprendre, de continuer cette agression, ça ne va faire que radicaliser le gouvernement vénézuélien. On passe à côté du fil. Prenez le cas du Nicaragua. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de nicaraguanisation du Venezuela. C'est-à-dire qu'ils sont en train de suivre le régime de chemin du Nicaragua. Et d'une certaine manière, je pense que qu'est-ce qui s'est passé au Nicaragua? Au Nicaragua, il y a eu un début de guerre civile en 2018. Moi, j'appelle ça un début de guerre civile, qui a été très dur, des deux côtés. Il y a eu 200 morts, hein, 220 morts, pas 350. Ah, c'est bon, un truc. Eric Pence, dont je vous parle, là, qui est en train de recueillir de l'argent pour renverser Nicolas Maduro. En 1990, il est allé au Nicaragua. Et il a collaboré avec une association qui s'appelle l'Association nicaraguayenne pro droits de l'homme pour monter des faux charniers pour mettre en accusation le gouvernement sandiniste. L'association en question, la LPDH, elle existe encore aujourd'hui. Et c'est elle qui, en 2018, a donné des chiffres absolument ahurissants de victimes du sandinisme. On parlait de 300 000 morts qui ont été repris dans la Croix, qui ont été repris dans le Point, qui ont été repris partout. Et cette association, un an plus tard, le bureau directeur a convoqué une conférence de presse parce que le président de l'association s'était tiré au Costa Rica avec 500 000 $. Et à cette occasion, ils ont révélé qu'en 2018, ils avaient volontairement gonflé les chiffres des victimes des sandinistes pour recevoir davantage de subventions des États-Unis. Et pourquoi est-ce que je cite ce cas? C'est parce que cette organisation locale, c'est celle qui est reprise par Human Rights Watch, qui est reprise par Amnesty, et c'est donc des scores, le bilan que vous avez vu dans vos médias, c'est-à-dire la terrible répression sandiniste. Qu'est-ce qui se passe au Nicaragua? Qui a vraiment durci, hein, puisque y compris, ils ont pris des mesures qui, pour nous, enfin, en ce qui me concerne, me laissent un peu rêveur, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des prisonniers politiques, puisqu'ils ont arrêté les leaders de cette opération, ils les ont expédiés aux États-Unis. Et ils leur ont retiré la nationalité nicaraguayenne, ce qui, de mon point de vue, n'était pas forcément utile, puisqu'un Nicaraguayen, toute sa vie, hein. Bon, mais peu importe. Mais ils sont en train de se durcir. Mais la logique, c'est quoi? C'est quoi qu'on fasse, de toute façon, les États-Unis, l'Union européenne ne vont pas nous lâcher. Donc, on n'en a plus rien à payer. Donc, il y a une radicalisation. Et le Venezuela, si la communauté internationale n'est pas capable de comprendre qu'il faut enlever les sanctions et puis reprendre un cours démocratique, ils vont avoir la même logique parce qu'aujourd'hui, ils ont des alliés. Parce que si on prend ce qui se passait il y a 20 ans, il y a 25 ans, un pays qui était soumis à l'agression des États-Unis, il était tout seul, presque tout seul. Aujourd'hui, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez la Turquie, vous avez l'Inde, vous avez l'Asie. Et donc, il y a une rupture. Là aussi, il y a une rupture. Il y a une rupture avec l'Occident euro-atlantique. Et donc, le chantage sur vous devez respecter la démocratie formelle, etc., alors qu'ils sont agressés. Je ne suis pas en train de défendre le non-respect de la démocratie, mais alors qu'ils sont. Je veux dire, pour terminer, peut-être parce que tu as faim. Non, la vraie question qu'il faut, elle est posée dans le monde diplomatique avec un article qui va être controversé parce qu'il n'est pas partisan, il est très analytique, mais il pose la vraie question. Face à un pays qui est agressé comme est agressé le Venezuela, il ne devrait même pas organiser des élections. Parce que ce n'est pas normal. Parce qu'il y va en situation de faiblesse. Et parce que donc, de toute façon, ça ne va pas bien se passer. Et que si on devait avoir réellement un jour des élections dites démocratiques au Venezuela, ça sera quand il n'y aura plus de sanctions. Et pas dans les 3 jours après, hein. Parce que pour rétablir la situation économique,
de 10 ans de sanction, il va falloir au moins 5 ans pour retomber sur ses pas.